Ημέν υπείων στρώτων, είδε παίζον, είδε νάων, φέσε πήγαν μέλαιναν, έμενε κάλιστον. Ημέν υπείων στρώτων, είδε παίζον, είδε νάων, φέσε πήγαν μέλαιναν, έμενε κάλιστον. Bien, bonjour à toutes. J'élimine direct le tous. Oui, tout est tout. Bienvenue dans cet amphithéâtre Fabry Perrault du Conservatoire national des arts et métiers pour notre séance mensuelle du séminaire Sexe et genre de l'Institut Émilie du Châtelet. Ce séminaire est co-organisé par Evelyne Père, bio-anthropologue au CNRS et au Muséum national d'histoire naturelle, ici présente en plan. Armelle Dubois-Naït, devant moi, historienne des idées à l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Anne-Françoise Bender et Frédéric Pigère, que vous avez déjà vu, qui sont toutes deux spécialistes de sciences de gestion, ici au CNAM, grâce auquel nous avons la possibilité de faire le séminaire au CNAM. Et moi-même, qui m'appelle Joëlle Viels et qui suis généticienne et qui travaille au CNRS. Voilà, ce séminaire Sexe et genre a pour objectif de promouvoir des échanges interdisciplinaires entre les actrices et les acteurs des sciences de la vie et des sciences humaines et sociales, afin notamment de faire avancer le débat autour du sexe et du genre. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent nos objectifs. Aujourd'hui, je suis particulièrement contente de recevoir Catherine Vidal, d'une part parce que Catherine est biologiste, comme Evelyne et moi, que ce n'est pas si fréquent que nous recevions ou que nous ayons la possibilité d'écouter des présentations qui conjuguent biologie ou santé et études de genre. Mais je suis aussi particulièrement contente parce que Catherine et moi, nous nous côtoyons avec grand plaisir, en tout cas de mon côté, je ne sais pas pour le tien, depuis des années, et que vraiment, ça me fait très plaisir que tu sois là. Par ailleurs, je suis aussi très contente de t'entendre sur un sujet qui est dans la lignée, je dirais, de ce que tu nous présentes, que ce qu'on connaît mieux de ta part, qui sont tes travaux sur le sexe et le sexe du cerveau, et que je vois que tu as élargi tes analyses féministes au domaine de la santé, et c'est une très bonne chose, en tout cas, ce qui me concerne. J'en viens maintenant à ta présentation. Donc, outre tes activités de critique féministe des sciences, sur lesquelles je reviendrai ensuite, tu as eu un parcours de neurophysiologiste à l'Institut Pasteur. Côté diplôme, tu as d'abord obtenu une thèse de 3e cycle en neurophysiologie qui t'a permis de commencer ta carrière comme assistante de faculté, assistante des hôpitaux à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, où tu es restée 4 ans avant d'intégrer comme chargée de recherche l'Institut Pasteur. Ces années de travail t'ont permis de soutenir un doctorat d'État en sciences naturelles, comme on disait à l'époque, toujours en neurophysiologie à l'université Paris 6 Pierre et Marie Curie, qui est aujourd'hui l'une des composantes que vous connaissez sans doute sous le terme de composante de Sorbonne Université. Ta carrière s'est ensuite déroulée à l'Institut Pasteur, comme je l'ai dit précédemment, à l'exception de 2 années de postdoctorat, tu as effectué à l'Institut Max Planck pour Psychiatrie de Munich. Tes travaux ont porté sur de neurophysiologie, sur les mécanismes de la douleur, le rôle du cortex cérébral dans la mémoire, l'infection du cerveau par le virus du sida, ou encore sur la mort des neurones dans les maladies neurodégénératives telles que la maladie d'Alzheimer. Ensuite, je dirais oui, tu as travaillé sur les infections par les prions. Les prions, je pense que vous vous rappelez, qui ont eu malheureusement sont des protéines qui sont à l'origine de maladies neurodégénératives qui sont transmissibles, enfin qui sont infectieuses. 2 de ces maladies ont eu leur heure de gloire, leur mauvaise heure de gloire à la fin du XXe siècle. L'une qui était liée, vous vous en souvenez sans doute, au scandale des hormones de l'hormone de croissance, où des enfants traités par des hormones contaminées justement par ces fameux prions ont développé des maladies neurodégénératives et une maladie notamment qui s'appelle la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Ça dit quelque chose à tout le monde.
Et l'autre, c'était la crise sanitaire de la vache folle, peut-être vous vous souvenez aussi, et qui a, il me semble que c'est là, mais je ne suis pas tout à fait sûre, où a été vraiment formellement montré le passage, l'infection cross-espèce, interespèce, c'est-à-dire que le prion pouvait passer du bovin à l'humain. Je ne sais pas si c'était... Ça a commencé par la découverte pour les vétérinaires d'une nouvelle maladie qu'ils ne connaissaient pas du tout, c'est-à-dire la fameuse maladie de la vache folle. Et 10 ans après, il y a eu les premiers cas humains qui étaient, en fait, c'était la maladie de Creutzfeldt-Jakob, mais issue de consommation de nourriture transformée, contaminée par des vaches folles. Voilà, ouais. De biologie infectieuse du séminaire. Maintenant, on va en venir à tes activités consacrées à la vulgarisation du savoir scientifique, où tu t'intéresses plus spécifiquement aux relations, Catherine, entre le sexe et le genre et à la façon dont ces notions sont traitées dans la recherche scientifique et dans le domaine médical. Par ailleurs, tu t'intéresses aussi, peut-être un peu plus récemment, aux enjeux éthiques des neurosciences. Tu as occupé de nombreuses fonctions et tu occupes toujours dans plusieurs institutions scientifiques. Le Haut Conseil de l'enfance et de l'adolescence, la commission santé du Haut Conseil à l'égalité, dont c'est dans cette activité-là dont tu vas nous parler aujourd'hui, et le comité éthique de l'INSERM, où tu es co-responsable du groupe de travail genre et recherche en santé. Tu es aussi membre du laboratoire tu es aussi membre du conseil d'orientation du laboratoire de l'égalité. Bien sûr, je n'oublie pas l'Institut Émilie du Châtelet, dont tu as été membre du conseil scientifique et du conseil d'orientation pendant plusieurs années. Au niveau international, tu as cofondé un réseau de recherche sur le cerveau et le genre qui s'appelle Neurogenderings, et tu es experte pour un projet conjoint entre, ça j'ai été épatée, entre l'Université de Stanford aux USA et la Commission européenne qui s'appelle Gendered Innovation in Science, Health and Medicine and Engineering Project. Je veux bien essayer de traduire. Innovation genrée dans le domaine des sciences de la santé et de la médecine et projet d'ingénierie, j'imagine toujours centré genre. Bien sûr, tu as publié de nombreux articles, dont ces dernières années une vingtaine en français, sur ce domaine de la vulgarisation, également en anglais dans des revues internationales sur le thème de la bioéthique et sur celui du sexe du cerveau. Tu as également écrit ou coécrit une dizaine d'ouvrages autour de la thématique sexe du cerveau, dont un ouvrage qui s'appelle Cerveau, sexe et pouvoir, avec Dorothée Benoît, Brouès, merci, chez Belin, qui vous a valu le prix de l'Académie des sciences morales et politiques en 2006. Évidemment, je m'en voudrais de ne pas citer le livre Féminin, masculin, mythes et idéologies, qui est un sorte de best-seller, je pense, paru en 2006 chez Belin aussi, et auquel Evelyne Père et moi-même avons eu le plaisir de participer. Et ensuite, évidemment, je ne peux que mentionner que tu étais dans le comité scientifique du colloque que nous avions organisé à l'IEC qui s'appelle « Mon corps a-t-il un sexe ?» en 2011 et que tu as écrit le chapitre « Le cerveau a-t-il un sexe ?» dans le livre intitulé aussi « Mon corps a-t-il un sexe ?» qu'Evelyne et moi avons co-dirigé pour les éditions de la Découverte. Je finirai en mentionnant que tu interviens fréquemment dans les médias audiovisuels. Alors, je peux citer ceux que, en tout cas, moi, je connais, c'est-à-dire France Culture, France Inter et Arte, mais il y en a bien d'autres. Voilà. Avant de te laisser la parole pour nous présenter donc ton séminaire sur le thème « Prendre en compte le sexe et le genre pour mieux soigner un enjeu de santé publique », je voudrais juste vous raconter une petite anecdote. Il y a 20 ans, j'œuvrais pour la mission parité au ministère de la Recherche et on avait commandé une étude sur la place des femmes dans les essais thérapeutiques. Déjà, il y a 20 ans, on s'y intéressait dans notre mission parité. Et le rapport qui avait été fait suite à cette étude montrait, alors de manière assez modeste, que comme les essais thérapeutiques étaient faits essentiellement sur les hommes, il pouvait en découler un certain nombre d'inadéquations en ce qui concernait les traitements et les médicaments. Là, c'était 2005, on va dire, ces années-là. Ça aurait pu donner lieu, je pense, à des recommandations au moins. Voilà. Au moins sur essayer de modifier les recrutements, etc.
en fait, ça a fini enterré dans les poubelles, dans un tiroir du ministère. Ça ne devait pas être encore le temps que ce genre de choses paraissent. Peut-être que les labos n'auraient pas aimé, je ne sais pas. Mais en tout cas, je me réjouis de voir qu'aujourd'hui, le Haut Conseil t'a confié un certain nombre de missions sur ce sujet et le Haut Conseil à l'égalité. Et tu vas nous dire donc, puisque je te laisse la parole, ce qu'il en est de ce rapport et de ce qu'il en est découlé par la suite. Merci, encore merci de ta présence. Merci Joël pour cette présentation très très exhaustive et merci à toutes d'être présentes dans cet après-midi consacré justement à un sujet particulièrement important qui est celui des inégalités de santé entre les femmes et les hommes. Et dans ce cadre-là, un rapport m'a été confié en 2020 par le Haut Conseil à l'égalité. Et ce rapport a pour titre « Prendre en compte le sexe et le genre pour mieux soigner un enjeu de santé publique ». Et ce sont les grandes lignes de ce rapport que je vais vous présenter. Alors, ce rapport, en fait, part d'un constat qui est celui de la persistance des inégalités sociales de santé entre les femmes et les hommes qui conduisent à des discriminations dans l'accès aux soins et la prise en charge médicale. Et l'importance de ce constat est qu'un certain nombre de pays européens et nord-américains ont décidé d'intégrer la thématique genre et santé systématiquement dans les plans stratégiques des institutions de recherche et de médecine et dans les politiques de santé publique. Or, dans ce domaine, la France est en retard et l'objectif de ce rapport était en particulier de montrer que la prise en compte du genre alliée à celle du sexe est source d'innovation dans la médecine, la recherche et les politiques de santé. Il est très important, avant de commencer à développer le sujet, de faire la distinction entre les notions de différence de santé et d'inégalité de santé. Les différences de santé, elles sont liées au sexe biologique, tout ce qui concerne les gènes, les cellules, les hormones, tout ce qui différencie les mâles et les femelles en général. Quant aux inégalités de santé, celles-ci sont dues à des facteurs sociaux, culturels et économiques dans lesquels le concept de genre joue un rôle très important. Par exemple, les représentations sociales liées au genre féminin et masculin vont influencer les attitudes des patients et des soignants. La précarité économique, qui touche principalement les femmes, va conduire à un renoncement aux soins et à une dégradation de l'hygiène de vie. Et aussi, entre autres, les agressions et les violences dont les femmes sont les premières victimes vont évidemment contribuer à détériorer leur santé. Et donc, c'est toutes ces interactions complexes entre ces différents facteurs, donc qui est source d'inégalités de santé, d'où l'importance d'exercer une vigilance éthique pour garantir des conditions égalitaires d'accès aux soins et de prise en charge médicale. Et c'est entre autres la démarche qui est la nôtre au comité d'éthique de l'INSERM, puisque nous avons fondé un groupe qui s'appelle Genre et Recherche en Santé pour s'occuper sérieusement de ces questions-là. Alors, exemple d'inégalité, celle-là on la connaît bien, la durée de vie, l'espérance de vie à la naissance ici en 2024 en France, 80 ans pour les garçons, 85,7 pour les filles, un écart de 6 ans. C'est intéressant à comparer avec ce qu'on appelle l'espérance de vie en bonne santé, c'est-à-dire sans aucun handicap ou limitation d'activité. Et là, à ce moment-là, c'est 75,5 pour les hommes, 77 pour les femmes. La différence n'est que de 1,5 ans. Donc ça veut dire que les femmes vivent plus longtemps que les hommes, certes, mais elles vivent plus longtemps, mais en plus mauvaise santé. Donc les raisons sont complexes. Il y a entre autres le diagnostic tardif de certaines pathologies et aussi toujours cette précarité économique. Nous y reviendrons.
Exemple dont on parle de plus en plus, et c'est une bonne chose, des inégalités de santé, les maladies cardiovasculaires qui constituent la première cause de mortalité chez les femmes. Le cancer du sein, c'est la 8e place. 56% des femmes meurent de maladies cardiovasculaires contre 46% des hommes. Et les femmes développent les maladies cardiovasculaires en moyenne 10 ans plus tard que les hommes. Donc on s'est évidemment posé la question pourquoi. Je ferai une parenthèse, tout ce dont je vous parle est valable au niveau international. Je ne vous suis pas en train de vous donner des chiffres et des constatations qui concernent la France, c'est absolument partout. Alors pourquoi les femmes développent ces pathologies 10 ans plus tard que les femmes plus tard que les hommes? On a longtemps mis en avant l'hypothèse hormonale, sachant que les hormones, les estrogènes, ont un rôle vasoprotecteur contre le dépôt de plaques d'athérome dans les artères. Et logiquement, on s'est dit, bon, à la ménopause, les femmes ne sont plus protégées et donc elles développent des maladies cardiovasculaires. Bon, on a essayé de faire des traitements hormonaux substitutifs qui n'ont pas vraiment marché parce que cela entraîne une augmentation du risque d'AVC. Et d'autre part, depuis 15 ans, on constate une augmentation très importante d'environ 50% de l'infarctus chez les femmes entre 35 et 50 ans. Donc ça veut dire que le rôle attribué aux estrogènes n'est pas suffisant par rapport à d'autres facteurs de risque d'infarctus pour expliquer le phénomène de cette augmentation chez les femmes plus jeunes. Donc cela nous ouvre des nouvelles pistes de recherche. Nous, on est des chercheurs, c'est ça qui nous intéresse. Et ces nouvelles pistes de recherche ont mis en évidence de façon très vraiment documentée l'existence de biais dans les diagnostics de l'infarctus. L'infarctus a été trop longtemps considéré comme une maladie d'hommes stressés au travail dans la quarantaine ou la cinquantaine, c'est-à-dire que pour des mêmes symptômes d'oppression dans le thorax, les symptômes des femmes étaient considérés comme liés à des raisons émotionnelles, alors que les hommes, on l'attribuait à des troubles cardiaques. Une femme, on lui donne des anxiolytiques, et l'homme, on va le diriger chez le cardiologue. Ce n'est pas si caricatural que ça existe toujours encore, et partout dans le monde. Et on a noté aussi un retard de prise en charge des femmes par rapport aux hommes en cas d'hospitalisation pour suspicion d'infarctus à l'hôpital. Et il y a aussi le fait que les femmes minimisent les symptômes et appellent plus tard le SAMU. À nouveau, c'est partout dans le monde. Le retard est d'environ 20 à 30 minutes, on a pu le chiffrer. Or, chaque minute compte quand on est en train de développer un infarctus. Donc ça vous montre bien que les normes sociales et les stéréotypes liés au genre influencent les attitudes des médecins et des patients. On passe maintenant à des symptômes dont on parle beaucoup de plus en plus. À nouveau, c'est très bien. Les symptômes, justement, ces fameux symptômes aigus de l'infarctus du myocarde, qui, d'après certaines publications, seraient radicalement différents chez les femmes, chez les hommes. Les hommes ayant ce qu'on appelle des symptômes typiques, essentiellement douleurs dans le thorax, mâchoire, bras gauche, tandis que les femmes auraient majoritairement des symptômes atypiques, à savoir des signes plus diffus, fatigue, nausées, troubles digestifs, souffle court, etc. Donc on peut évidemment se poser la question de l'origine de ces différences telles qu'elles ont pu être décrites. S'agit-il de différences liées à la biologie ou aussi au rôle du genre dans l'expression de ces symptômes? En fait, des études récentes ont montré que les femmes ont plutôt tendance à donner une description détaillée de leurs symptômes, c'est-à-dire que la douleur thoracique est présentée comme un signe parmi d'autres. Alors que les hommes, quand ils expriment les symptômes, eux, ils vont se centrer sur la douleur thoracique, donc ce qui va entraîner forcément des biais dans le diagnostic pour le personnel médical et peut entraîner des retards de prise en charge. Et en l'occurrence, quand on regarde les études récentes, entre 2020 et 2024,
qui ont été faites sur la comparaison des symptômes aigus de l'infarctus entre femmes et hommes. Sur des milliers de patients, on s'aperçoit que les similarités entre les femmes et les hommes sont de l'ordre de 95%. Et sur ce graphique, vous avez ici à gauche la douleur au niveau du thorax et le reste, les autres types de symptômes. Donc vous voyez qu'il y a vraiment énormément de similarités, mais l'expression des symptômes et leur perception est influencée par les normes de genre. Alors, autre exemple, l'autisme qui touche 3 hommes pour une femme. L'origine de la différence de prévalence entre les sexes n'est pas élucidée, on en est loin. Mais par contre, ce qu'on connaît bien, c'est l'existence d'un retard au diagnostic pour les filles. Des études réalisées aux États-Unis sur plusieurs milliers d'enfants ont montré que 37% des garçons étaient détectés en bas âge contre seulement 18% des filles. Et à nouveau, les normes sociales liées au genre jouent un rôle important dans ce sous-diagnostic des filles, parce que chez un jeune enfant, le retrait sur soi et un défaut d'interaction sociale chez une fille, on va l'interpréter comme étant de la réserve ou de la timidité, alors chez un garçon, on va se dire « Ah, il a peut-être un trouble de la communication ». Donc ces symptômes chez les filles sont plus discrets et donc plus difficiles à détecter par l'entourage. Autre exemple, la dépression qui touche 2 femmes pour un homme. On a effectivement souvent qualifié la dépression comme une maladie féminine, puisque un petit peu, c'est comme ça un petit peu partout dans le monde, il y a plus de dépression chez les femmes. On a privilégié longtemps l'hypothèse hormonale, à savoir les changements d'humeur de ces dames liés à leur menstruation, grossesse, ménopause, j'en passe et des meilleurs. En l'occurrence, dans l'état actuel de nos connaissances, il n'y a pas de démonstration scientifique d'un rôle unique des hormones par rapport à d'autres facteurs dans la dépression. Et les autres facteurs, en l'occurrence, jouent un rôle très important. Ces autres facteurs, ils sont d'ordre culturel, social et économique. Et des études internationales réalisées dans 200 pays ont montré que plus le niveau socio-économique est élevé, plus l'écart entre les femmes et les hommes dans la prévalence de la dépression est réduit. Et d'autres études qui ont comparé l'Europe du Nord et l'Europe du Sud ont montré que dans les pays latins d'Europe du Sud, où les traditions familiales sont toujours très présentes, avec dépendance économique, charge du travail domestique, violence, eh bien, il y a une corrélation forte avec la prévalence des troubles dépressifs. Donc, le contexte socio-économique, c'est clairement montré maintenant, expose davantage les femmes que les hommes au risque de dépression. La dépression en France, des études récentes, en l'occurrence menées par Santé publique France, ont montré une augmentation sans précédent des épisodes dépressifs pour tout le monde entre 2017 et 2021. Bien sûr, la crise de la Covid est passée par là. Et si on regarde ce graphique, vous avez représenté les troubles dépressifs en 2021 en fonction du sexe et de la classe d'âge. Et en bleu clair, vous avez les femmes. Et on voit très clairement que les femmes sont beaucoup plus touchées par les épisodes dépressifs, et ce, quel que soit l'âge. Donc ça est, une fois de plus, ce n'est pas une histoire d'hormones. Et en particulier que les jeunes adultes entre 18 et 24 ans sont les plus concernés, 26,5% des femmes et 15,2% des hommes. Et cela est dû aux conditions de vie plus précaires des femmes qui ont été aggravées dans le contexte de la crise sanitaire. Personnes seules et familles monoparentales, faibles revenus, charges domestiques et familiales, violence. Autre
aspect dont on parle hélas trop peu, la situation de la santé mentale des enfants. C'est-à-dire, cette fois-ci, dans les tranches d'âge entre 8 et 18 ans. Il y a une étude récente de l'UNICEF en France qui a porté sur ce sujet, sur plus de 25 000 enfants, et qui a montré une augmentation très importante de la souffrance psychique qui est prépondérante chez les filles, avec une augmentation des gestes suicidaires. Et les chiffres montrent que les jeunes filles de 15 à 18 ans présentent le taux le plus élevé de séjours hospitaliers pour tentative de suicide, soit 2 fois plus que les garçons. On continue avec la maladie d'Alzheimer qui touche 3 femmes pour un homme. À nouveau, les énigmes sont là bien présentes pour essayer de déterminer l'origine de la différence de prévalence. De toute façon, tout ce qui est biologique et troubles mentaux, c'est compliqué et ça reste encore beaucoup énigmatique. Mais cette maladie d'Alzheimer, plus fréquente chez les femmes, elle est liée évidemment en partie à la plus grande longévité des femmes, mais pas seulement. Des études récentes ont montré qu'en fait, il y a tout un processus d'interaction entre différents facteurs biologiques, sociaux et culturels, et que la précarité économique, un niveau d'instruction plus faible et un manque d'exercice sont aussi des facteurs de risque accrus pour la maladie d'Alzheimer, et ils touchent davantage les femmes. Encore un sujet, l'ostéoporose. Alors l'ostéoporose, ces fractures touchent en moyenne une femme sur 3 et un homme sur 5. 40% des fractures liées à l'ostéoporose de la hanche concernent les hommes. Et quand on regarde la masse osseuse à 80 ans, elle a diminué de 55% chez les femmes et de 45% chez les hommes. Or, en ce qui concerne le diagnostic de l'ostéoporose, on est à nouveau dans les représentations liées au genre, à savoir que l'ostéoporose est complètement sous-diagnostiquée chez les hommes, car considérée à tort comme une maladie féminine associée à la ménopause. Et les hommes ne sont quasiment jamais traités contre l'ostéoporose. Or, on sait que les fractures, ça coûte cher aussi, et que c'est vraiment un sujet de santé publique. Et là, il y a vraiment un manquement majeur. Et par exemple, ce n'est qu'en 1997 que les normes de densité osseuse, dans les examens qu'on peut faire d'ostéodensitométrie, que ces normes ont été définies spécifiquement pour les hommes, alors qu'avant, elles ne concernaient que les femmes. Alors, dans l'ostéoporose, il y a aussi des points intéressants concernant les facteurs de risque. Les facteurs de risque, le vieillissement, le déficit hormonal, effectivement, la baisse des estrogènes rend les femmes plus vulnérables que les hommes, mais pas que, comme on dit maintenant. C'est-à-dire que les modes de vie, en l'occurrence l'exercice physique et la nutrition, joue aussi un rôle dans la déminéralisation du squelette. Et en fait, ce processus de minéralisation peut être défectueux chez les jeunes filles qui font moins de sport et de travaux physiques que les garçons. Et également, le manque de calcium, de vitamine D, de protéines, peut nuire au squelette des femmes qui sont soumises à l'injection de la mode de la minceur ou bien qui restent confinés dans les espaces domestiques. Et à nouveau, on revient sur cette notion très importante pour nous dans la recherche, à savoir que le rôle attribué aux estrogènes pour expliquer l'ostéoporose n'est pas suffisant face à d'autres facteurs de risque, ce qui nous ouvre d'autres pistes de recherche. Alors on passe maintenant à cette vraiment plaie majeure qui s'appelle la précarité économique et qui touche particulièrement les femmes.
70% des travailleurs pauvres sont des femmes. 85% des familles monoparentales concernent les femmes, dont un tiers vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Et les femmes sont majoritaires dans les emplois peu qualifiés, temps partiel subi, pension de retraite réduite. Et la conséquence est vraiment majeure, à savoir le renoncement aux soins et la mauvaise hygiène de vie, alimentation déséquilibrée, consommation d'alcool, tabac, sédentarité, etc., avec en conséquence obésité, diabète, maladies cardiovasculaires, dépression, etc. Et il est à noter également la faible participation des personnes précaires au dépistage organisé, sachant que la prévention est quelque chose aussi de très important. Et ne pas oublier que l'espérance de vie des femmes ouvrières est réduite de 8 ans par rapport aux femmes cadres. Alors un point très important également qui n'est pas suffisamment évoqué est celui des maladies professionnelles et de la pénibilité au travail. Par exemple, des études récentes ont montré que les cancers d'origine professionnelle sont sous-évalués chez les femmes. C'est le cas en particulier du cancer du poumon. Je parle des risques professionnels qui sont vraiment très peu étudiés chez les femmes, notamment dans le domaine de l'agriculture. Et aussi, il y a une insuffisance criante des études épidémiologiques qui concernent l'exposition aux agents cancérogènes, concernant en particulier le secteur du nettoyage, où les femmes sont majoritaires. Et on a pu montrer que dans un chariot de nettoyage, les produits d'entretien contiennent jusqu'à 14 agents cancérogènes et tous ces produits sont utilisés sans information ni protection particulière. Il y a aussi les produits cosmétiques qui peuvent contenir des agents cancérogènes et tout ce qui concerne les métiers liés à la vente au commerce, les fameux tickets de caisse, maintenant ils ont été supprimés, et où on a montré qu'ils ont été utilisés, ça, hélas, pendant longtemps, qu'ils contenaient du bisphénol A, qui est un perturbateur endocrinien. Alors, les maladies professionnelles, elles sont relativement, maintenant, il y a des chiffres qui sont relativement fiables. Concernant les troubles musculo-squelettiques, les troubles musculo-squelettiques concernent 58% des femmes et 42% des hommes. Et ils sont liés à des métiers pour lesquels il y a des postures répétitives et inconfortables. Et c'est surtout les métiers de nettoyage, aide à la personne, caissière, où les femmes sont majoritaires. Il y a aussi les risques psychosociaux qui sont plus fréquents à nouveau chez les femmes. Postes peu qualifiés, horaires atypiques, travail morcelé, manque d'autonomie, rupture de parcours professionnel. C'est hélas beaucoup de femmes qui exercent ces métiers. Et les chiffres de l'assurance maladie en 2020 ont montré que 60% des salariés en burn-out étaient des femmes. On a également montré un risque de basculement vers un mal-être, d'un mal-être vers un réel trouble de la santé mentale qui peut concerner 26% des femmes et 19% des hommes. À nouveau, cette notion de pénibilité au travail, on y reviendra tout à l'heure, il est important de souligner qu'elle est souvent très difficile à faire reconnaître pour les femmes, parce que les critères de reconnaissance des maladies professionnelles, historiquement, ont été majoritairement fondés sur le travail masculin. Et ce n'est que récemment qu'un certain nombre d'évolutions ont pu être notées dans ce domaine-là. Autre facteur, source d'inégalité dans la santé, les charges domestiques et familiales
que les femmes assument en majorité et bien évidemment les violences et agressions sexuelles qui constituent des risques accrus pour la santé physique et mentale des femmes. Quelques mots aussi quand même, et là il y a beaucoup de recherches qui ne sont pas suffisantes, hélas, pour étudier les effets des agents toxiques de l'environnement chez les femmes enceintes. Comme on le sait de plus en plus, notre environnement est bourré d'agents toxiques, environnement physique et chimique, perturbateurs endocriniens, pollution atmosphérique, agents chimiques cancérogènes et toxiques. Leurs effets chez les femmes enceintes sont très peu étudiés. Ce qui est très peu aussi étudié, c'est la réalité de la vie au travail, l'environnement au travail et les facteurs de risque pour les femmes enceintes. Parce que chez nous, en particulier en France, la majorité des femmes travaillent pendant leur grossesse. Or, les contraintes physiques des postes de travail et l'organisation du temps de travail peut avoir des effets avec complications de la grossesse, prématurité et troubles du développement du fœtus et de l'enfant. Donc ça aussi, ce sont des domaines où il n'y a pas suffisamment de recherche. Alors on va passer maintenant à une vision peut-être légèrement plus optimiste, enfin on va voir qu'il ne faut pas l'être trop, sur les avancées quand même qui ont pu être notées en matière de recherche et de politique publique sur toutes ces questions de genre et de santé. Alors, il y a eu des avancées majeures en ce qui concerne la participation des femmes et des hommes dans les essais cliniques. On en parle beaucoup et il faut bien cerner le sujet avec un petit rappel historique. Tout a commencé aux États-Unis dans les années 50-60, où on a vu vraiment, à ces périodes-là, c'était l'essor de l'industrie pharmaceutique qui commençait à gagner beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'il y avait eu des grands progrès pour être capable de synthétiser des nouvelles molécules, capable de les purifier, et l'industrie pharmaceutique s'est développée de façon peu contrôlée, on peut le dire, à cette époque-là. Et il y a eu deux énormes scandales sanitaires, les scandales liés à une substance qu'on appelle la thalidomide et aussi au distilbène. Ces substances données aux femmes enceintes pour éviter les fausses couches ou pour éviter les nausées ont entraîné des malformations chez les fœtus et aussi des cancers chez les enfants. Et le scandale a été tel qu'en 1977, l'Agence du médicament américaine, la FDA, et l'Institut national de la santé américain qu'on appelle le NIH, ont décidé d'exclure les femmes en âge de procréer des essais cliniques de phase 1 et 2 pour justement préserver les fœtus et éviter les accidents, plus que les accidents scandaleux qui avaient eu lieu. Néanmoins, à cette époque, il y avait, comme vous le savez, des mobilisations importantes, des mouvements féministes aux États-Unis, en particulier en ce qui concerne la santé sexuelle et reproductive, mais il y a eu aussi des mobilisations pour dénoncer la sous-représentation des femmes dans les essais cliniques. Et ces mobilisations ont conduit en 1990 à la création, c'était une première mondiale, aux États-Unis, donc de l'Office de recherche sur la santé des femmes par le NIH, pour justement avoir un regard particulier sur ce qui concernait la réalité de la recherche et de la clinique chez les femmes. Et ces mobilisations ont conduit en 1993 à ce qu'une loi soit votée au Congrès américain, une loi qui donc a obligé d'inclure les femmes
dans les essais cliniques, ainsi que les personnes de minorité ethnique. Et en fait, depuis une quinzaine d'années, il y a eu vraiment un rattrapage de la sous-représentation des femmes dans les essais cliniques. Et quand on consulte le registre international des essais cliniques, parce que ça existe, il y a un registre international qui est géré par l'OMS et le NIH, où tous les essais cliniques qui sont réalisés partout dans le monde, dans tous les pays, doivent obligatoirement être déclarés. Et ce registre international fait des statistiques et c'est une source d'informations très très importante. Et quand on regarde justement tous les chiffres, on s'aperçoit par exemple qu'entre 2008 et 2022, toute pathologie confondue, l'inclusion des femmes était de 50% en moyenne. Donc on a vraiment fait des progrès dans ce domaine-là. Et là, je vous montre un tableau issu justement de ces statistiques faites par le registre international, où on voit donc que les chiffres montrent que l'inclusion des femmes était donc en moyenne égale à 50%, mais avec des variations selon les années. Par exemple, en 2017, il y en avait 47%, en 2018, 52%. En fait, cela est dû au fait que si, par exemple, à une période, il y a une piste nouvelle concernant, par exemple, le cancer de la prostate, eh ben, il y aura beaucoup plus d'essais cliniques faits qui incluent des hommes, et donc il y aura un petit peu moins de femmes, mais globalement, les pourcentages de femmes dans les essais cliniques sont tels que les statistiques qu'on peut en tirer ont une vraie valeur, une vraie signification. Alors, quelques mots aussi sur ces essais cliniques pour essayer de comprendre un autre aspect qui est celui des effets secondaires, on va en parler. Donc, les essais cliniques, ils sont faits pour évaluer la sécurité et l'efficacité d'un médicament. Et les gens qui mènent ces essais cliniques, ce qu'on appelle les promoteurs, ce sont des institutions publiques de recherche et de clinique, et aussi des laboratoires pharmaceutiques privés. Donc il y a 3 phases qui précèdent la mise sur le marché d'un médicament. Il y a la phase 1, c'est un résumé ça, la phase 1 qui étudie la toxicité du candidat médicament sur des volontaires sains. La phase 2, c'est l'efficacité, où on commence à définir les doses. Ça se fait chez des malades. Et la phase 3, alors phase 3 grande échelle, c'est fait sur des centaines ou des milliers de personnes malades, avec des contrôles, avec des placebos, pour identifier les effets indésirables et confirmer les posologies efficaces. Alors après, il y a la mise sur le marché. Et ensuite arrive la phase 4, post-commercialisation, où là, les promoteurs doivent suivre l'utilisation du médicament, donc dans la réalité de l'utilisation à long terme. Et c'est ça qui va permettre de détecter des effets secondaires indésirables et des complications éventuelles qui peuvent se produire tardivement. Et il s'avère que seulement 30% des rapports de phase 4 font des comparaisons entre les femmes et les hommes dans leurs analyses. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, ça vous montre qu'il y a toujours une persistance, c'est long à changer un petit peu les procédures. Il y a toujours des biais méthodologiques dans l'évaluation de ces effets secondaires. Alors, ces effets secondaires, on en entend pas mal parler. Comment ça se passe, en fait, la mise en évidence d'effets secondaires ? Il faut, en fait, ces effets secondaires, il y a tout un protocole. En fait, ce sont les médecins traitants qui vont rapporter leur expérience avec leurs patients auprès de ce qu'on appelle des centres de pharmacovigilance. Et il ressort de ce retour-là des médecins que les femmes
déclarent en moyenne 2 fois plus d'effets secondaires que les hommes. À nouveau, on se pose la question d'essayer de comprendre pourquoi, quelle est la part des facteurs biologiques et quelle est la part de facteurs autres, socioculturels. En fait, il se trouve que les femmes, ça on le sait bien, ont davantage de contact avec les médecins, avec le monde médical, et elles prêtent davantage attention à leur santé, d'où elles sont plus à même de décrire des effets secondaires. Il y a aussi des spécificités d'ordre physiopathologique qui peuvent être liées à l'état hormonal, à la prise de traitements hormonaux. Il y a aussi les polymédications, c'est-à-dire que les femmes prennent en moyenne plus de médicaments que les hommes, et ces cocktails peuvent avoir des effets sur des indésirables qui n'étaient pas forcément anticipés. Il y a aussi tout ce qui relève des processus de pharmacocinétique, c'est-à-dire l'absorption et l'élimination des médicaments, qui peuvent varier selon le poids, le métabolisme, répartition des graisses, réaction immunitaire, etc. Et tous ces facteurs vont jouer un rôle dans le développement de ces effets secondaires. Alors là, j'ai choisi une étude récente particulièrement intéressante pour essayer de mesurer un peu l'impact de tout ça. Une étude qui a été faite sur 185 000 sujets, donc c'est quand même pas mal, qui a étudié justement les résultats des essais cliniques des 38 médicaments les plus prescrits dans le monde. Donc médicaments antidépresseurs, antidiabétiques, régulateurs de lipides, analgésiques, bêta-bloquants. Et les résultats montrent que pour tous ces médicaments, leur efficacité est identique à 82% chez les femmes et les hommes, 11% plus efficace chez les hommes et 7% plus efficace que les femmes, qu'ils entraînent aussi des effets secondaires d'ordre entre 5 et 13%. Mais les symptômes sont globalement identiques chez les femmes et chez les hommes, mais ce qui change, c'est la déclaration, à nouveau, de ces effets secondaires. 53% des femmes en déclarent et seulement 18% des hommes. Donc vous voyez, c'est vraiment intéressant qu'on puisse maintenant mener ce genre d'études à grande échelle, ce qui n'existait pas auparavant. Alors, dans la série des progrès, des prises de conscience, il y a l'endométriose. Alors là, on peut vraiment relativement se réjouir, parce que c'est une pathologie qui est sortie de l'ombre il n'y a pas si longtemps que ça. L'endométriose touche une femme sur 10, première cause d'infertilité et une des premières causes d'arrêt de travail pour les femmes en France. Petit rappel historique, c'est dans les années 90 que vraiment il y a eu des travaux permettant sans ambiguïté de reconnaître l'endométriose comme étant une maladie organique et pas une maladie de femmes fragiles qui se plaignent toujours d'avoir mal au ventre. À partir des années 2000, les associations se sont mobilisées et ont permis de porter à la connaissance du public cette pathologie. Ces associations ont fait un travail absolument formidable. Et ce n'est qu'en 2019 qu'il y a eu le premier plan national d'action sur l'endométriose. Et en 2022, deuxième plan national pour justement prendre des mesures sérieuses pour améliorer la prise en charge, réduire le retard au diagnostic. Et maintenant, l'endométriose rentre dans la catégorie des affections longue durée hors liste, ALD 31. Mais néanmoins, c'est pas complètement affection de longue durée, mais il y a des conditions qui font qu'elle peut l'être dans certains cas. Et il y a une bonne nouvelle, c'est qu'en 2025,
a été, les essais sont en train sont en route. Il y a donc un test salivaire extrêmement prometteur pour diagnostiquer l'endométriose, c'est-à-dire sans qu'il y ait un acte invasif pour regarder l'état de la muqueuse utérine. Donc si ce test s'avère valide, ce sera vraiment très important. Alors, encore, oui, je reviens, là aussi, on peut se rendre compte de la progression lente des mentalités pour reconnaître justement les maladies professionnelles. On va prendre l'exemple du cancer de l'ovaire lié à l'amiante. En fait, l'amiante, on sait depuis un certain temps, même depuis longtemps, 1977, l'amiante a été classée cancérogène. Et évidemment, le cancer du poumon lié à l'amiante a été très rapidement quand même reconnu en tant que maladie professionnelle, les hommes étant dans ce cas-là les premières victimes. Mais ensuite, les études ont continué à bas bruit parce qu'on n'en avait pas forcément entendu parler. Et en 2009, on a pu montrer un lien entre l'amiante et cancer de l'ovaire et du larynx. Et c'est seulement maintenant, en 2023, qu'il y a eu une reconnaissance du cancer de l'ovaire en tant que maladie professionnelle liée à l'amiante. On n'en a pas beaucoup entendu parler, et moi, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. En ce qui concerne le cancer du sein, là aussi, il y a des choses en route, mais c'est lent. En 2018, une superbe étude menée par l'INSERM sur 13 000 femmes a montré que le travail de nuit augmente de 26% le risque de cancer du sein. Donc, c'est une très belle étude. Et c'est seulement en 2023 qu'il y a eu le premier cas de reconnaissance de maladie professionnelle chez une infirmière. Donc, vous voyez, le combat continue. Alors, notre rapport là, pour le Haut Conseil à l'égalité, en fait, comporte un certain nombre de recommandations. J'en citerai 4, particulièrement importantes. D'une part, intégrer la thématique genre et santé dans la formation aux professions médicales et paramédicales. Formation, ça veut dire formation initiale pour les étudiants et formation continue chez les professionnels de santé. Et dans cette formation, il doit y avoir aussi une formation spécifique pour le dépistage des violences lors des consultations médicales. Il est aussi très important de penser à créer, et c'est toujours pas le cas, une nouvelle institution publique de recherche et de médecine sur les questions genre et santé, comme ça existe ailleurs, avec justement toute la validité de ce genre d'institution serait d'avoir une approche pluridisciplinaire de ces sujets, avec non seulement des chercheurs, des chercheuses dans les domaines des recherches cliniques et biomédicales, mais aussi avec toutes les recherches en sciences humaines et sociales et en santé publique. Il est également très important dans ces recommandations à garantir l'accès aux soins pour les femmes précaires, avec des vraies politiques d'information et de prévention, et aussi favoriser la parité dans l'accès aux postes de responsabilité dans les professions de santé et de recherche. Donc, en conclusion de ce rapport, on a vraiment tenté, et je pense qu'on a pas mal réussi, à montrer que la prise en compte de la dimension du genre alliée à celle du sexe dans le domaine de la santé a vraiment très concrètement des retombées majeures en termes de connaissances scientifiques, en termes de prise en charge médicale et de traitement, et de prévention et d'optimisation des coûts de santé, autant de conditions qui sont indispensables
pour construire des politiques de recherche et de santé publique qui soient plus égalitaires au bénéfice de la santé des femmes et des hommes. Alors là, nous avons des objectifs encourageants qui, hélas, dans l'actualité récente, sont l'objet de menaces très importantes de la part de l'administration américaine. En janvier 2025, un décret a été publié qui fait la liste de 120 mots à bannir des programmes de recherche scientifique et médicale sous peine de perte de financement par l'État fédéral américain. Et les thématiques visées concernent les inégalités sociales de santé au sens large, c'est-à-dire celles qui sont liées au sexe et au genre, à l'origine ethnique, au statut socio-économique et à l'environnement. Et très concrètement, cela veut dire arrêt de financement des recherches scientifiques avec suppression des crédits de fonctionnement, des bourses de recherche pour les étudiants et aussi pour le recrutement et le salaire des chercheurs, et des licenciements massifs ont déjà commencé. Il y a d'autre part un arrêt du financement des institutions de recherche américaines et aussi internationales, dont l'OMS, lorsque ces institutions soutiennent des programmes de recherche sur les thématiques bannies. Cela concerne aussi la publication dans les revues scientifiques. Des injonctions ont été faites aux éditeurs de revues pour refuser les publications qui portent sur les thèmes bannis. Et il y a aussi un effacement des sites web gouvernementaux où figurent les mots interdits, et ça veut dire disparition des banques de données et des archives scientifiques. Vous voyez, la santé publique est vraiment en péril. Vous avez ici, j'ai reproduit quelques portions de cette liste de 120 mots. J'ai encadré certains mots, mais en fait tous doivent être encadrés. Enfin, c'est assez hallucinant. Discrimination, diversité, inclusion, égalité, ethnicité, femelle, genre, inclusion, inégalité, minorité, racisme, stéréotype, tout y est. En fait, il faut bien réaliser que prohiber les mots et les concepts pour décrire justement les réalités sanitaires contemporaines constitue une entrave aux recherches internationales en santé publique qui va au-delà de la situation aux États-Unis. Et ça concerne en particulier tout ce qui concerne donc, les maladies chroniques, cardiovasculaires, troubles mentaux, diabète, cancer et autres, les maladies infectieuses, HIV, Covid, rougeole. Et il y a aussi cette notion très importante à mettre en avant qui est celle de l'entrave à la liberté académique. La liberté académique, telle qu'elle est définie par l'UNESCO, c'est important parce que c'est la liberté d'enseigner et la liberté d'enseignement et de discussion en dehors de toute contrainte doctrinale, la liberté d'effectuer des recherches et d'en publier les résultats, et aussi le droit d'exprimer librement ses opinions sur les organismes d'enseignement et de recherche. La liberté académique est donc un pilier essentiel à toute société démocratique pour garantir le droit fondamental à une pensée libre et indépendante, indispensable à la créativité scientifique. Donc je terminerai sur ces quelques propos à la fois effrayants et en même temps encourageants pour justement susciter des mobilisations
les comités d'éthique dont je fais partie à l'INSERM sont en train de se mobiliser, mais il faut des mobilisations qui puissent se faire au niveau international. Tout ça est pas simple, mais il va bien falloir prendre un peu les choses en main et oser se manifester face à ces menaces qui sont vraiment dramatiques pour l'avenir de l'humanité, puisque c'est toute la santé publique qui est mise en question. Pour terminer, je l'ai plus. Voilà, bon. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Catherine. C'était passionnant. Pas forcément une question, mais bon, tu en as un petit peu parlé, tu es revenu, enfin, pour boucler avec ce que tu disais au début, la France est en retard, puisqu'il n'y a pas de prise en compte de ces thématiques genre et santé dans un certain nombre d'organismes, etc. Mais du coup, on va devenir moins en retard peut-être que d'autres qui vont, et je pensais du coup à ce qui se passait aux États-Unis, qui vont prendre du retard, ou alors est-ce qu'on est tous dans la même panique, parce que justement, comme tout est lié, et que la recherche, elle se fait au niveau international, s'il n'y a plus de publications, s'il n'y a plus sur tous ces sujets, tout le monde, c'est ce que tu viens de dire, hein, tout le monde va en pâtir, et voilà, est-ce qu'on peut avoir de l'espoir sur la manière d'essayer de réagir. Enfin, tu dis, il va falloir prendre les choses en main, prendre le taureau par les cornes, je ne sais pas ce qu'on peut faire, mais bon, voilà, au-delà de ça, moi quand même, je reste préoccupée par tous ces biais que tu as exposés quand même. Comment se fait-il qu'ils soient aussi importants aussi, enfin, ça fait quand même longtemps qu'on a des données sur les perceptions stéréotypées, genrées, etc. Pourquoi ça met tant de temps à diffuser dans le monde de la santé par rapport à d'autres domaines peut-être? Tout ça, c'est beaucoup d'énigmes. Voilà. C'est un peu. Alors moi, j'ai côtoyé des médecins quand j'étais à Paris-Créteil qui disaient, en fait, aussi le problème, c'est que la spécialité santé publique n'est pas reconnue à hauteur de ce qu'elle devrait être et n'est pas suffisamment valorisée. Est-ce que ça peut être une explication parmi d'autres? Voilà. Mais bon. Merci. Le plus important, si on veut prendre les choses de façon très concrète, c'est que la formation initiale des étudiants puisse bénéficier de façon vraiment très, très concrète d'un enseignement sur l'importance de prendre en compte les interactions entre sexe et genre. Parce que dans les études de médecine, c'est les aspects biologiques qui sont toujours évidemment privilégiés. Tout ça s'explique, la médecine a une longue histoire. Et les études sur le fonctionnement du corps sont au cœur de la démarche des médecins. Mais il y a aussi tout ce qui concerne la réalité du vécu des patients, des patientes, qui fait partie intégrante de l'art de dispenser la médecine. Et c'est là que la notion de genre, on l'a vu, tout ce qui concerne les représentations sociales liées aux maladies masculines et aux maladies féminines sont à l'œuvre de façon très inconsciente de la part des personnels, des soignants, soignantes, de la part des patients, des patientes. C'est notre histoire. Et si on veut faire évoluer les mentalités, il faut un enseignement qui ne soit pas simplement 1 heure ou 2 en première année sur genre et santé, mais que par exemple, dans toutes les disciplines dont je vous ai parlé,
vont des maladies cardiovasculaires jusqu'aux troubles mentaux, il y ait un enseignement digne de ce nom qui montre à quel point les représentations genrées et l'histoire de la médecine permettent de dépasser un certain nombre de façons de traiter très archaïques, en fait, les pathologies telles qu'on les a longtemps pensées. Bon, l'endométriose, par exemple, ce n'est qu'en 2020, c'est-à-dire il n'y a pas longtemps, que l'endométriose a été inscrite au programme de la 2e année des études de médecine. En 2020. Vous voyez, il y a un décalage gigantesque entre certaines avancées des connaissances qu'on peut avoir sur un sujet et la réalité de mise en pratique concrète pour les enseignements, pour les étudiants et aussi dans la formation continue pour les médecins. Oui. Oui, moi je voudrais juste rajouter là-dessus ce que tu dis est tout à fait juste sur l'importance de prendre à la fois le sexe et le genre. Parce que moi-même, je dois dire qu'avant de t'écouter, je pensais qu'il y avait des différences de symptômes sur les maladies cardiovasculaires, sur les infarctus notamment, entre les hommes et les femmes. C'est vrai qu'il faut se rendre compte que finalement, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire c'est un retard du diagnostic, c'est une moindre focalisation au niveau des symptômes, etc. C'est super important, parce que c'est ça qui fera changer les choses. Bien sûr. Je veux pas être désobligeante, mais le milieu médical, universitaire, est quand même pas très déconstruit. Il est comme les autres. Alors, non, statistiquement, il n'est pas comme les autres, parce que, par exemple, il y a 90% des PUPH qui sont des hommes, contre simplement... 80. Bon, ça, c'est depuis que 80, donc 20% de femmes, alors qu'il y a 60%... Donc de professeurs d'université, donc voilà, alors qu'il y a 60% de MCU femmes en médecine. Vous voyez, et pour la lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans l'UFR de médecine de mon université, donc Versailles-Saint-Quentin, le doyen m'avait expliqué que c'était un milieu à part, enfin pas une zone de... Voilà, c'est qu'il y avait une culture carabine spécifique qui justifiait un certain nombre de comportements qui n'étaient pas acceptables dans d'autres composantes. Donc quand on est construit comme ça pendant 12 ans, comment, quand on exerce son métier, on peut appréhender les sexes sans biais? Enfin, ces sujets-là ont été l'objet de différents rapports, de différents travaux de recherche, c'est-à-dire essayer de comprendre justement ces traditions dans les milieux médicaux, comme tu le disais, les carabins et autres. Bon. Mais d'un autre côté, bon, ça existe, donc ça se comprend quand on étudie l'histoire de la médecine. Il ne faut pas non plus penser que parce que les postes de responsabilité sont majoritairement occupés par des hommes en médecine et ailleurs aussi dans d'autres disciplines, comme on le sait bien, que c'est à cause de ça que les vieux stéréotypes perdurent et que s'il y avait plus de femmes, il n'y en aurait plus des stéréotypes. Pas du tout. Enfin, on sait bien à quel point, il y a des maints exemples qui montrent que des femmes dans des situations de responsabilité ont souvent des comportements qui sont du même type que ceux des hommes quand il s'agit de gérer un certain nombre de sujets où ressortent une fois de plus tous les stéréotypes qui différencient les femmes et les hommes. Ce qui est dommage, c'est que c'est surtout, je dirais, ce qui est important pour moi dans le domaine biomédical et de la médecine, c'est de donner une place plus importante aux recherches en sciences humaines et sociales
sur la réalité justement sociologique, économique, et sur tout cet environnement qui va conditionner le regard sur les maladies et aussi les comportements des patients. C'est pour moi très important, justement, si on avait un institut genre et santé, l'idée ce serait d'avoir vraiment un endroit assez exemplaire qui soit vraiment pluridisciplinaire et que ce ne soit pas simplement de dire « ah, c'est à la mode, on met des gens ensemble de différentes disciplines ». Et non, là, il y a vraiment un objectif commun qui doit pouvoir permettre plus de coopération entre les différentes approches. Et c'est vraiment indispensable. Par exemple, pour la dépression, on le voit bien. Enfin, on ne peut plus dire que la dépression, c'est qu'une histoire d'hormones. Il faut arrêter avec ça. Et pour comprendre pourquoi les gens dépriment partout dans le monde, qu'est-ce qu'il nous faut ? Il nous faut des enquêtes sur le terrain, il nous faut des gens qui comprennent comment s'organisent les sociétés. Oui, moi, l'endométriose, je suis angliciste. Et l'endométriose, quand j'allais en Angleterre, dès les années 90, on en entendait parler, parce qu'il y avait une femme écrivain, dont j'ai oublié le nom maintenant, qui a mis 20 ans avant d'être diagnostiquée avec de l'endométriose, mais dès les années 90, elle avait écrit des bouquins là-dessus. Donc, je me dis, mais l'information ne circule pas quelque part. Enfin, je ne connais pas cette personne particulièrement, mais je ne pense pas qu'en Angleterre, ils aient été forcément précurseurs, dans le sens où... Mais c'est vraiment, justement, c'est la société civile qui s'est mobilisée pour faire connaître l'endométriose à un grand public. Et donc, la publication de bouquins grand public, effectivement, peut y participer. Mais, un petit peu partout en Europe, c'est vraiment cette mobilisation qui a eu lieu dans la société civile pour ça. Et ce n'est pas le corps médical qui s'en est chargé, ça c'est sûr. Oui. Oui, moi c'est plutôt une remarque. Il y a quelque chose qui m'a frappé à deux moments de votre exposé. C'est au niveau de l'utilisation du langage ou de la communication des femmes vis-à-vis des médecins. Notamment, le premier point, c'est dans le diagnostic de l'infarctus, où vous avez dit que les hommes disent j'ai mal au thorax, ou je ne sais pas comment ils le disent, et les femmes expliquent dans plein de détails, et du coup, j'ai bien compris, ça noie le poisson, et on voit moins les choses. Donc, ça, c'est un truc qui m'interpelle. Et puis le deuxième qui ressemble à ça, c'est dans la phase 4 des médicaments et dans la grande étude que vous avez notée, vous avez dit qu'il y avait énormément plus de remontées, j'ai pas noté, je crois que c'est 55% des femmes qui remontent des déclarations d'effets secondaires ou je sais plus, ou de symptômes, je m'en rappelle plus, au centre de pharmacovigilance. Donc ça veut dire que les femmes sont plus propices à communiquer, etc. Donc ça veut quand même dire que l'écoute en face n'y est pas. Enfin, comment ça peut s'interpréter une fois, c'est défavorable pour elles, puisqu'on ne diagnostique pas leur infarctus, et l'autre fois, ça devrait être plus favorable, puisqu'on a description de tous les effets secondaires. Bon, c'est une première question. On ne peut pas mettre les deux situations en face à face. Pas du tout. C'est quand même une façon de parler de son mal. C'est ça qui est important, c'est justement que ce paramètre-là, de la façon d'exprimer les symptômes et la façon de les déclarer et d'avoir cette démarche est genrée. C'est-à-dire qu'il y a une propension davantage de la part des femmes à le faire par rapport aux hommes. Et c'est connu pas uniquement dans ce domaine-là, évidemment, dans des tas d'autres domaines, la prise de parole, l'attention à soi, qu'il s'agisse de la santé ou dans tous les domaines, il y a des comportements et des modes d'expression qui vont différer entre les femmes et les hommes de par les normes en vigueur dans une société donnée à un moment donné. Oui, il y a une question là,
Oui, merci beaucoup, Madame Vidal, pour votre intervention. En fait, ça rejoint peut-être mon intervention, un petit peu votre question, mais pas seulement. En fait, c'est une question que je m'étais posée aussi beaucoup sur est-ce que les femmes parlent plus de leur santé que les hommes aux médecins, par exemple. Et en fait, dans votre exposé, à un moment donné, vous parliez effectivement de la persistance des inégalités sociales de santé entre femmes et hommes, bien sûr, c'est le but de l'exposé, et aussi le fait que ces inégalités soient dues donc à des facteurs sociaux, culturels, économiques, qui entraîneraient notamment, pour certaines femmes, un renoncement aux soins, une mauvaise hygiène de vie, etc., notamment par rapport à la précarité économique. Et un peu plus loin, vous dites, alors c'est peut-être dans le discours justement, que les femmes font plus attention ou apportent plus d'attention à leur santé. Donc c'est dans ce sens-là que je voulais voir un petit peu comment c'est peut-être pas sur le même plan forcément, mais du coup la question oui, c'est... je comprends très bien le sens de votre question. En fait, c'est un sujet qui doit être nuancé, particulièrement en fonction de l'âge et des périodes de la vie. Les femmes relativement jeunes, on va dire, s'intéressent à leur santé sexuelle et reproductive, donc elles vont aller davantage consulter sur ces questions-là. Si elles ont des enfants, elles vont aussi avoir recours davantage à la médecine que comparativement aux partenaires. Et puis ensuite, quand arrivent des moments où les enfants sont partis, où on n'est plus de la première jeunesse, eh bien, à ce moment-là, et si on se retrouve seul avec une toute petite pension de retraite, eh bien, à ce moment-là, on ne va plus consulter. C'est des itinéraires de vie qui sont ponctués en fonction des périodes par un rapport aux soins, un rapport au corps qui est différent. Et hélas, la précarité économique joue un rôle majeur dans le renoncement aux soins. Oui, je vous remercie beaucoup pour cet exposé. En fait, je pense qu'il est intéressant dans ce que vous avez dit, c'est cette différence entre différence et inégalité. Et je pense, et tous les critères quand vous parlez en fait de la réalité du vécu, je pense qu'on peut faire exactement les mêmes parallèles avec tout ce qui est éducatif. Quand le nombre de fois où tout le monde a entendu que les filles étaient moins bonnes en maths, par exemple, que les garçons, on retrouve, et tous les paramètres économiques, sociaux que vous avez cités pour tout ce qui est médical, on retrouve exactement la même chose dans tout ce qui est éducatif. Et c'est clair. On le retrouve un peu partout, et justement, alors qu'on le connaît depuis ces inégalités dans l'enseignement, on les connaît depuis des dizaines d'années. Il y a des travaux là-dessus. Et pourtant, on continue en fait à les discuter aujourd'hui sans que les choses avancent systématiquement, même si elles ont avancé. Et oui, moi je fais partie de l'association Femmes et Sciences. Il y a aussi les associations Femmes et Maths, Femmes Ingénieurs. On va dans les collèges, on va dans les lycées pour essayer de sensibiliser les élèves et aussi les enseignants à pousser un peu les filles vers des orientations dans les matières scientifiques, techniques, vers l'informatique, enfin toutes ces choses qui pourraient leur ouvrir des portes formidables et des métiers passionnants. Et il y a toujours une énorme pesanteur, et là, le poids des stéréotypes sur les métiers masculins et féminins est toujours très, très prégnant. Si tu veux la parole, tu demandes la parole, Marie-Noël. Voilà, il y a une question. Oui, donc bonjour, merci beaucoup pour ce séminaire et puis pour les informations communiquées. Donc moi, je vais faire plus simple, je vais aller droit au but. Je me suis connectée donc, sur mon espace santé pour la première fois et j'ai cliqué sur les onglets. Et sur le dernier onglet, c'était un onglet examen. Donc il conseillait les examens qu'il fallait effectuer tous les X années. Et donc, j'ai vu qu'il manquait la mammographie.
Donc, suite à ça, j'ai envoyé un message donc, au pouvoir public en disant j'ai été sur mon espace santé, voilà la liste des améliorations continues, et il manque la mammographie. Et après avoir envoyé le message, peut-être quelques jours plus tard, je me dis, mais il me semble, sauf erreur de ma part, qu'il manquait la gynécologie et même tout ce qui est trait aux femmes. Voilà, donc mon espace santé, pour moi, alors c'est peut-être un tort de ma part, c'est un organisme public, je le considère comme étant un organisme public d'État, et tout ce qui a trait à la femme ne figurerait pas, à l'exception du frottis. Donc pour moi, tout est clair. Là, je ne peux pas vraiment répondre à votre interrogation. Je pense qu'il faut aller consulter les spécialistes qui s'occupent de la prévention et des mesures à mettre en place qui ont peut-être des lacunes sur ces sujets-là. Peut-être que ça dépend aussi des tranches d'âge. Et que selon les tranches d'âge, ce serait logique de recommander plus ou moins certains gestes à avoir pour la prévention, j'imagine. Par rapport au nombre de femmes qu'il y a dans tous les pays, ne pas mettre la gynécologie, ça paraît pas très logique quand on favorise il est bien inscrit dentiste. Donc c'est conseillé, c'est normal d'aller chez le dentiste, mais le gynécologue n'est pas considéré comme étant normal. Il y en a plus, c'est pour ça. mais pour revenir sur l'endométriose aussi, c'est effrayant cette histoire de 2017, premier enseignement en deuxième année. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucun médecin sur le marché qui est capable qui a eu un enseignement sur l'endométriose, sauf ceux qui font de l'enseignement 2020. 2020, Tu te rends compte, il y a 5 ans, ils n'ont même pas fini leurs études. Oui. Donc ça veut dire que tu espères qu'ils font de la formation continue. Parce que s'ils n'en font pas, tu peux, que tu es une jeune femme, ou enfin une moins jeune femme, et que tu as une endométriose, c'est les associations qui font le boulot. Oui, ça c'est vrai que c'est des associations. Et elles sont très actives et c'est très très bien. Comme quoi, il faut se prendre en charge. On l'a vu pour le cancer du sein, je veux dire, je crois qu'il faut mettre tous nos espoirs et notre confiance dans cette société civile qui, chez nous, peut s'organiser de façon libre et indépendante, ce qui n'est peut-être pas le cas dans d'autres pays. Et l'INPER. Catherine, alors, je voudrais poser une question sur quelque chose que tu n'as pas traité aujourd'hui, mais qui m'intéresserait et que tu dois pouvoir... c'est par rapport à la première partie de notre vie, quand on est des enfants encore, ou des préadolescents, adolescents. Est-ce que toutes ces études-là qui sont en train de se mettre en place, enfin on l'espère, ces recherches, vont aussi prendre en compte les enfants, filles et garçons, en regardant si déjà il n'y aurait pas des influences sur leur manière de manger, de tout ça, et qui pourraient engendrer des maladies, par exemple. T'as compris ce que je veux dire? Oui, mais ça concerne surtout la santé mentale des enfants. Et physique? Non. Je pensais a priori, à ma connaissance, je n'ai pas eu vent d'études montrant des aspects de pathologie très prématurés qui puissent... voilà, c'est ça. Non, mais il n'y a pas que l'injection d'anégro. Symétriquement, il y a la même chose par rapport à l'obésité. Hein. Je sais pas, il n'y a pas les anorexiques, il y a aussi des... mais certainement parce que le squelette, par exemple, les choses vont je veux dire, il se construit entre 0 et 19 ans. Il est construit à 19 ans. Hein. Je veux dire, la matière osseuse, elle est là ou pas là. Et je sais que dans les temps anciens, parce que j'ai travaillé dessus, là, il y a des différences très fortes sur la matière osseuse entre les hommes et les femmes, liées
à leur enfance très, très diverse. Voilà, quand il y avait un beefsteak, on tombe sur les mêmes. Je ne me suis pas intervenu plus tôt, parce qu'on tombe sur les mêmes choses, sur la précarité. Effectivement, chez les pauvres, quand il y a un beefsteak, c'est pour le père, le deuxième, c'est pour le fils aîné. C'est jamais ni pour la mère, ni pour les filles. Donc le squelette, il en pâtit. Voilà. Merci. Alors, je crois qu'Anne-Françoise, tu voulais intervenir. Oui, merci beaucoup. Non, c'était juste pour signaler quelque chose que j'avais vu dans la presse, là, mais je vois qu'effectivement, c'est le cas dans plusieurs régions. C'est vrai que les associations sont actives, mais elles dépendent des budgets, des subventions des collectivités locales. Et il y a en ce moment, dans plusieurs régions, des coupes budgétaires sur les financements des plannings familiaux, des associations qui vont justement vers les personnes plus éloignées, précaires, pour informer sur la santé sexuelle. Et il y a aussi des présidentes de régions, évidemment, et dont je crois même une pharmacienne. Donc c'est vrai que ce que vous disiez sur les femmes qui sont dans certaines... ne sont pas forcément plus féministes que les hommes. Je ne sais pas si les hommes auraient osé peut-être couper plus. Il y en a quand même plus, mais voilà, ces femmes dans la santé qui coupent des aides aux associations sur la santé. Bon, après, c'est idéologique, c'est plutôt dans certains partis, effectivement, mais c'est quand même inquiétant. Donc, ce que vous disiez sur les études des médecins, en fait, c'est une révolution culturelle qu'il faut faire. Puis eux, ils sont en retard quand même par rapport à d'autres professions. Et moi, je me demandais, est-ce qu'il y a vraiment maintenant... Alors, ma question, est-ce qu'il y a vraiment maintenant des cours, des sensibilisations au genre dans les études en médecine? Je l'ai dit, il y a que... Il n'y en a toujours pas. Mais c'est prévu, vous disiez? Non, c'est pas que c'est prévu, c'est qu'on voudrait que ça se passe. Mais pourtant, ils ont signé des chartes égalité. Non, pas dans la réalité des études de médecine. Bon, Bah oui, c'est toujours comme ça. C'est toujours un peu pareil. C'est-à-dire qu'il faut aussi des volontés individuelles. Malheureusement, c'est aussi ça. Moi, j'ai lu quelque part que tu disais qu'il y avait des choses à Lyon. Et j'imagine que c'est aussi tout le travail. Oui, par exemple, il y a des associations qui vont dans les hôpitaux. C'est surtout tout ce qui concerne santé sexuelle et reproductive, où ces associations sont invitées à participer à des formations, formation initiale pour les étudiants, formation continue pour les professionnels. Donc ça c'est effectivement très important, et l'endométriose va être inclus. Bon. Mais sur les autres sujets dont je vous ai parlé, prendre vraiment conscience. Bon, les maladies cardiovasculaires, on en parle de plus en plus, mais il s'agirait aussi d'en parler de façon la plus rigoureuse possible, en s'appuyant sur des travaux sérieux qui ont été faits sur ces sujets-là. Je ne dis pas que les travaux ne sont pas sérieux, certains, mais que les travaux récents donnent des éclairages très importants à prendre en compte. Mais tout ce qui concerne les troubles mentaux, c'est extrêmement important, les troubles mentaux. Donc il faut intégrer justement la question, la dimension du genre pour comprendre ces décalages entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes dans ces domaines-là, et tenter et donc former les étudiants à avoir une vision qui ne soit pas une vision caricaturale en disant « Ah, c'est vos hormones !» Parce que quand même, vous avez vu, j'en ai parlé à différentes reprises, le poids de l'hypothèse hormonale systématiquement mise en avant, c'est quelque chose qui dure et perdure. Quant aux maladies mentales, c'est encore pire, parce qu'on vous dit c'est la sérotonine, ou on vous dit c'est la dopamine. C'est-à-dire qu'on considère que le cerveau, ça fabrique une substance, soit c'est la substance du bonheur, soit c'est la substance de la tristesse. Et le tour est joué et on a tout compris. C'est vraiment d'un réductionnisme insupportable. On ne comprendra jamais les troubles mentaux en raisonnant de cette façon-là.
qu'a-t-elle? Merci beaucoup pour votre exposé passionnant. J'ai une petite question technique, mais qui a un lien également avec l'enfance par rapport à l'exercice physique et à l'impact sur la maladie d'Alzheimer. Pour le coup, je sais bien que, évidemment, l'exercice physique fait partie de notre santé à tous, mais ça m'intéresse beaucoup si vous avez quelques éléments sur l'impact par rapport à la maladie d'Alzheimer. C'est des études publiées dans des revues internationales avec comité de lecture qui ont mis en évidence ces différents facteurs qui apparaissent comme étant des facteurs de risque pour développer une maladie d'Alzheimer. Ça ne veut pas dire, quand on dit facteur de risque, ça ne veut pas dire mettre en évidence des relations de cause à effet. Comme toujours, bien faire la distinction entre relation de cause à effet et corrélation. C'est-à-dire corrélation, c'est-à-dire c'est des facteurs qui varient en parallèle, mais qui ne sont pas forcément liés par une relation de causalité. Bon, bref. Donc tout ça c'est publié, vous le trouverez ça dans le... j'ai pas en tête là la publication en question, mais vous trouverez ça dans le rapport justement pour le Haut Conseil à l'égalité. Vous allez sur le site Haut Conseil à l'égalité, genre santé, et vous pourrez télécharger le PDF avec toutes les références bibliographiques qu'il y a derrière. Bon, il a été publié en 2020, on est en 2025. Depuis, il y a eu plein de choses qui ont été faites aussi. Donc, il faut toujours veiller à être le plus possible dans l'actualité, parce que là, maintenant, on a des données de plus en plus solides sur des tas de sujets, alors qu'avant, c'était moyennement solide, et maintenant, ça l'est de plus en plus. Merci beaucoup. Oui, vous m'entendez là? Encore une petite question, comme vous parliez de formation, d'enseignement, de prévention, et à un moment donné, vous avez parlé aussi du travail. Et en tant que, je suis sociologue du travail, et je me suis demandé si vous aviez des données justement de prévention qui peuvent être faites ou qui sont faites, et comment dans le monde du travail sur, bien sûr, des questions médicales, mais est-ce que ça va jusqu'à aller justement dans ces différences de genre ou pas? Si vous voulez des données, vous allez sur le site de l'ANACT, que vous connaissez peut-être, l'Association pour l'amélioration des conditions de travail. Ils ont beaucoup travaillé sur les questions de genre et ils continuent à être très actifs dans ce domaine-là, et c'est une très très bonne référence sur ce qui est en train de se faire, mais les choses sont encore très ponctuelles. De toute façon, il y a un gros problème qui est le devenir de la médecine du travail. La médecine du travail est en crise, c'est le moins qu'on puisse dire. Et plus ça va, plus c'est le secteur privé qui va prendre en charge la médecine du travail, avec des contrats qui sont faits avec les entreprises. Et là, on va être dans une autre dimension. Et ça commence déjà très sérieusement à faire que des médecins du travail qui relèvent globalement du secteur public, ils vont peut-être pas durer. Enfin, on a le même problème avec les médecins scolaires. Parce que, par exemple, les médecins scolaires sont absolument fondamentaux. Enfin, par rapport à l'endométriose, c'est des personnes qui sont aux premières loges pour être à l'écoute des jeunes filles qui sont à risque, qui doivent exprimer une souffrance sur ces sujets-là. S'il n'y a plus de médecine scolaire, à nouveau, ça va retarder la prise en charge de ces jeunes femmes, quoi. D'autres questions, remarques sur l'exposé de Catherine? Non? Bon, voilà, peut-être alors on te remercie à nouveau 1000 fois. Εγώ δε, εκείνο το της έρατε, εκείνο το της έρατε, εκείνο το της